L'USS Gerald Ford, le plus grand porte-avions au monde au large de l'Iran depuis plusieurs semaines, se retrouve contraint de faire demi-tour à cause de plusieurs problèmes. Le 18 mars, le porte-avions le plus puissant au monde a fui la zone de combat en pleine guerre. C'est une information qui n'a pas beaucoup fait parler. Un brasier au cœur du plus grand et du plus récent des porte-avions américains. Selon le New York Times, il a fallu plus de 30 heures pour venir à bout de l'incendie, dont la Navy n'a diffusé aucune image. Mais dans les entrailles du navire, le feu a bel et bien fait des dégâts majeurs. Mais le USS Gerald Ford, la pièce centrale du dispositif militaire américain dans la région, a fait demi-tour et s'est retiré des opérations actives avant de rejoindre Souda Bay en Crète. C'est une base stratégique utilisée par les États-Unis et l'OTAN. Le porte-avions avait littéralement peur de couler. Il évite certaines zones maritimes sensibles sur sa route et se dirige vers une base arrière pour maintenance et évaluation. Il était engagé dans l'opération militaire contre l'Iran. Maintenant, il a fui. Nous avons une pensée pour les membres d'équipage blessés. Nous espérons que tout le monde sera sur pied vite. Le Gerald Ford et ses 4000 marins devraient prochainement quitter la mer Rouge, direction la Grèce pour procéder à des réparations. Un autre porte-avions, le George Bush, a été mis en alerte en vue d'un déploiement au Moyen-Orient. Abonnez-vous, likez et partagez, j'explique tout sur Penser le Monde. Petit rappel, si vous voulez passer à un niveau supérieur, allez faire un tour sur Holacraft. C'est notre plateforme de formation dédiée au métier du numérique. Dessins animés, montage, YouTube, programmation et on ajoute régulièrement du contenu. Que vous soyez en Europe, en Afrique, en Amérique ou ailleurs, le paiement mobile, carte bancaire, Google Pay et Apple Pay est disponible. Et pour les curieux, ma chaîne secondaire Archives du Monde est lancée. Les liens sont en description et en commentaire épinglés. Revenons au sujet. Le 12 mars 2026, il y a un incendie qui a éclaté dans la buanderie principale du navire. C'est situé à l'arrière. Un espace logistique en apparence secondaire, mais dont la position et les connexions internes vont provoquer une propagation rapide du feu à travers le système de ventilation. La fumée envahit les quartiers d'habitation et transforme immédiatement la situation interne du navire. Les équipes déclenchent les procédures de contrôle des dommages. Les interventions s'étendent sur des heures. 30 heures littéralement, on parle de plus d'un jour pour pouvoir contenir totalement l'incendie. Pendant ce temps, les conséquences s'accumulent. Plus de 200 marins sont traités pour inhalation de fumée. Des centaines d'autres se retrouvent sans couchette et doivent donc dormir au sol sur des tables, tandis que les espaces de vie deviennent temporairement inhabitables. La buanderie est totalement hors service, ce qui impose une solution logistique inhabituelle en pleine opération militaire. Des vêtements propres sont envoyés par avion pour pouvoir soutenir l'équipage. Le bilan matériel est précis. Environ 100 couchettes deviennent inutilisables et près de 1000 matelas doivent être remplacés, certains étant directement prélevés sur d'autres porte-avions en construction, l'USS John Fitzgerald Kennedy par exemple. Un marin est évacué médicalement et 2 autres sont blessés lors des opérations de lutte contre l'incendie. Les dégâts touchent principalement les zones de vie, mais les systèmes critiques ne sont pas atteints. Les réacteurs nucléaires continuent de fonctionner normalement. Le pont d'envol reste intact et les capacités aériennes ne sont pas détruites. Mais le porte-avions quitte la zone de combat quelques jours après cet incident et sort donc du dispositif actif au moment même où il est censé être le centre de ce dispositif-là. Le navire le plus avancé, le plus coûteux et le plus emblématique de la puissance militaire américaine se retrouve hors de la ligne de front après un incendie interne survenu en pleine guerre. C'est quand même ironique, non? Depuis son entrée en service, le Ford accumule des incidents techniques, en particulier sur les systèmes essentiels au fonctionnement quotidien du navire. Parmi les plus connus, ce sont les problèmes de plomberie et de gestion des eaux usées. Ça a particulièrement marqué les différents déploiements du porte-avions. Des toilettes régulièrement bouchées, des pannes de systèmes d'évacuation, des zones inhabitable temporairement. Ce type de dysfonctionnement a déjà affecté le moral de l'équipage à plusieurs reprises. Ce ne sont pas des détails anecdotiques, ce sont des éléments qui touchent directement la vie à bord et donc la capacité à maintenir un rythme opérationnel sur la durée. Le déploiement en cours amplifie encore ces fragilités parce que 9 mois en mer, prolongés au-delà du cycle habituel, ça crée une fatigue matérielle et humaine. Les équipements sont sollicités en continu. Les marges de maintenance se réduisent et l'équipage fonctionne sous pression permanente. Dans ce contexte, un incident interne, même localisé, peut rapidement prendre une ampleur plus importante que prévu. Les conséquences observées après l'incendie confirment cette réalité. Les dégâts se concentrent sur les espaces de vie, les couchettes, les zones d'habitation, ce qui désorganise immédiatement la vie de l'équipage.
Le retrait de l'USS Gerald Ford modifie immédiatement l'équilibre militaire dans la zone. Dans la configuration initiale, le porte-avions était le cœur du dispositif engagé dans l'opération Epic Fury. Il permettait en fait de lancer des missions aériennes directement depuis la mer Rouge, avec une flexibilité totale sur les axes d'attaque, les horaires et les zones ciblées. Cette capacité donnait un avantage stratégique majeur aux États-Unis parce qu'elle réduisait la dépendance aux bases terrestres, ceux qui sont les plus vulnérables, plus visibles et aussi plus prévisibles. Lorsque ce type de plateforme quitte la zone, même temporairement, la capacité de projection diminue immédiatement. Et là, on ne parle pas d'un départ temporaire. Le porte-avions a besoin de 14 mois à partir de maintenant pour à nouveau être opérationnel. Le volume de sortie aérien est réduit. La pression opérationnelle devient beaucoup plus difficile à maintenir et le dispositif doit se réorganiser. L'autre porte-avions présent dans la zone, l'USS Abraham Lincoln, reste actif, mais il est très loin là-bas. Il est très très loin parce qu'il a fui pour éviter de se faire couler, étant donné que son pont de décollage a été frappé. Et donc, en étant très loin, à plus de 1000 km, il doit désormais porter la charge de 2 porte-avions. Ce changement a aussi un impact sur la perception du rapport de force. Un porte-avions comme le Ford est conçu pour être visible, pour dissuader, pour imposer une présence. Il incarne une capacité à intervenir rapidement et massivement. Lorsqu'il est retiré de la zone de combat, même pour raisons internes, ça modifie la lecture stratégique de la situation par tous les acteurs impliqués. Il faut également intégrer la dimension logistique. Un porte-avions ne fonctionne jamais seul. Il est accompagné d'un groupe aéronaval complet avec des destroyers, des systèmes de défense, des navires, des sous-marins et j'en passe. Lorsque la pièce centrale se retire, c'est toute l'organisation du groupe qui doit s'ajuster à ça. Ça impacte donc la couverture, la protection et la coordination globale des opérations. Alors, il est écrit là, endommagé, le porte-avions américain USS Gerald Ford fait demi-tour. Il fait demi-tour, ouais. Il fuit le combat. L'armada de Donald Trump se retrouve en difficulté. L'USS Gerald Ford, le plus grand porte-avions au monde au large de l'Iran depuis plusieurs semaines, se retrouve contraint de faire demi-tour à cause de plusieurs problèmes. Son retrait va laisser un vide important pour les forces américaines engagées contre l'Iran, les dizaines d'avions de combat qu'il transporte ayant contribué aux plus de 2 semaines de frappe, on le rappelle. Allons plus loin avec vous, Benoît Billan, bonjour. Vous nous avez rejoint, historien militaire, spécialiste des relations stratégiques. Comprenons ce que ça signifie ensemble, carte et image à l'appui. Eh bien, dirigeons-nous devant le grand écran, parce qu'on a besoin évidemment de comprendre ce que représente le départ prochain du porte-avions Gerald Ford. Alors, rappelons d'abord à ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent ce que représente ce porte-avions, le plus grand porte-avions au monde au large de l'Iran, dans l'armada de Donald Trump. Le Gerald Ford, on rappelle, c'est un bâtiment de 13 milliards de dollars, propulsé par 2 réacteurs nucléaires. Il dépasse en hauteur la Tour Eiffel. Il fait 75 mètres de large. Il peut déplacer plus de 100 000 tonnes à charge maximale avec un équipage composé de plus de 4 000 marins. Il s'agit du premier porte-avions de classe Ford, qui est un nouveau modèle destiné à remplacer progressivement ceux de classe Nimitz. Et ce navire, il transporte des dizaines d'avions et d'hélicoptères et il est actuellement escorté par des destroyers lance-missiles. Benoît Billan, c'est toute cette force de frappe, et on peut peut-être revoir les images de l'US Gerald Ford, c'est toute cette force de frappe que les Américains vont bientôt perdre avec le départ du porte-avions. Qu'ils vont perdre, au moins temporairement, puisqu'il est aujourd'hui question de déployer un autre porte-avions de la génération d'avant, la classe Nimitz dont vous parliez, le George Bush, qui sera actuellement en Atlantique et qui pourrait venir remplacer le Ford. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore sûr. Tu as dit qu'il pourrait venir remplacer le Ford. Qui est en bout de potentiel, on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'il commence à être un petit peu usé par des mois de navigation et par des opérations qui ont été intenses et puis qui ont peut-être provoqué, ou en tout cas aidé à provoquer les incidents qui se sont produits à bord, en particulier l'incendie qui l'oblige aujourd'hui à se replier. Un incendie qu'on rappelle qui n'a pas été créé par des frappes. Hein. Non, pas du tout. C'est un accident dont on ne connaît pas encore la cause. Voilà. Alors avant d'être... Moi, c'est à cause des mots comme ça qu'à un moment donné, je commence à douter de vous. Comment ça, un accident dont on ne connaît pas la cause? Même si à la base, on ne voulait pas croire que c'était une frappe iranienne ou un de ses alliés qui a causé l'incendie, comment vous pouvez parler d'un incident dont on ne connaît pas la cause sur un destroyer, enfin, sur un porte-avions? Il s'agit quand même d'un porte-avions.
C'est-à-dire, le moindre millimètre de ce truc est calculé et surveillé en permanence. On peut admettre qu'il y a des accidents, mais vous ne pouvez pas dire que vous ne connaissez pas la cause. Sauf si vous connaissez la cause et vous ne voulez pas l'avouer. Parce que pour moi, il n'est toujours pas impossible que ce porte-avions ait été sérieusement frappé. Hein. Ils ont aussi nié que l'Abraham Lincoln ait été frappé. Or, l'Abraham Lincoln a quand même reculé de 1000 km pour aller se cacher là-bas en mer d'Arabie et éviter d'être dans la zone de frappe iranienne à un moment donné. Non, à cause de vous, moi, je commence à croire que c'était une frappe. Même si rien ne veut le confirmer. Mais je commence à le croire, sérieusement. Être dépêché vers le Moyen-Orient, le Gerald Ford, il a participé aux opérations américaines dans les Caraïbes, où Washington mène une intense campagne de frappes aériennes contre des bateaux présentés comme impliqués dans le narcotrafic. En fait, non, revenons encore sur cette affaire qu'on ne sait pas quelle est l'origine de l'incendie. C'est un peu comme si vous avez accès à la boîte noire d'un avion et vous dites que vous ne connaissez pas ce qui a causé la panne. Ce n'est pas possible parce que justement, tout est enregistré en temps réel sur chaque centimètre de l'avion, ce qui vous donne la possibilité de savoir où il y a eu défaillance. On ne dit pas qu'un accident ne peut pas arriver. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est que ce n'est pas possible de ne pas savoir. C'est ça le problème. Un porte-avions comme celui-ci est encore plus surveillé qu'un avion. Ça a sa boîte noire également. Donc, s'il y a eu dysfonctionnement quelque part, c'est censé marquer ça. Vous mentez. Il a servi dans la saisie des pétroliers sous sanction et dans la capture, rappelons-le, du président vénézuélien Nicolás Maduro début janvier. Actuellement, il est déployé en mer Rouge. Il devrait bientôt mettre le cap vers la Crète pour subir des réparations suite à l'incendie. Ça fait au total près de 9 mois de déploiement. Est-ce que les Américains ont surestimé sa capacité de résistance? Est-ce que finalement, ils ne l'ont pas poussé à bout? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Ce qu'il faut voir, c'est que la ressource en porte-avions pour les États-Unis, ils ont beau en avoir 11 en théorie. Vous en avez la moitié actuellement qui sont en chantier. Et vous en avez un qui est le seul qui est encore disponible, qui est au Japon, mais qui veille sur la Chine, je dirais. Et donc, en fait, c'est une ressource qui est en tension. Ce n'est pas la première fois que la marine américaine prolonge au-delà du raisonnable, les projections d'un de ces porte-avions. Normalement, c'est des bateaux qui sont censés partir pour à peu près 6 mois de mission et ensuite, au bout de 6 mois, d'être relevés sur zone par un autre navire, un autre groupe aéronaval. Et ensuite, vous rentrez à la maison, vous vous reposez, puis vous reprenez un cycle d'entraînement. Plus vous prolongez l'usage de ces bâtiments-là, et puis là on ne parle pas que de patrouille, c'est un bateau qui a fait des opérations de combat dans de multiples théâtres, donc ça veut dire s'adapter à des types de menaces différentes. Tout ça nécessite un gros effort de la part de l'équipage, ça fatigue les hommes, ça fatigue les machines, donc au bout d'un moment vous augmentez le risque statistique qui est quelque chose qui se passe mal. Alors ça peut être la perte d'un avion, ça s'est déjà vu. Ça peut être un souci technique à bord. Alors ça avait fait un petit peu rigoler, mais il y avait eu des problèmes de latrines, de toilettes à bord du Ford, ce qui tout de suite a un impact sur le confort des équipages. Et là, de la même manière, l'incendie qui s'est déclenché a touché des bannettes, c'est-à-dire les couchages des marins. Donc c'est pareil, vous ne pouvez pas faire coucher les marins, même le pont d'envol, c'est pas tenable. Donc effectivement, plus le temps passe, plus vous usez le potentiel de ces bateaux-là, et plus le risque arrive qu'il soit dans une situation comme celle du Ford aujourd'hui, avec ensuite des effets dominos. C'est-à-dire que maintenant, le Ford, en fonction de l'étendue des dégâts, en fonction de l'usure qu'il a subie, il va devoir repasser au chantier, il va falloir peut-être prolonger son passage au chantier. C'est déjà le cas d'un des porte-avions américains actuellement qui a vu sa maintenance prolongé d'au moins 6 mois parce qu'il a justement été usé avant. Et donc toute cette gestion-là, aujourd'hui, pour la marine américaine qui est à la fois présente dans le Golfe Persique, en Méditerranée, dans les Caraïbes et puis dans le Pacifique face à la Chine, vous tirez sur l'élastique, au bout d'un moment, le risque c'est qu'elle casse. Alors vous l'avez dit, le navire sera remplacé par un autre porte-avions, le George Bush, qui se prépare à être déployé au Moyen-Orient. Il y a aussi le navire amphibie USS Tripoli qui fonce vers le Moyen-Orient, escorté par, on le voit ici, escorté par 2 destroyers puissamment armés. Le groupe qui transporte, on voit le trajet, des avions de guerre et 2500 marines arrivera près de l'Iran à la fin du mois ou peut-être début avril. Pourquoi un tel renfort ? Pour créer des options aux Américains pour pouvoir éventuellement mener, alors soit contribuer à la défense contre les drones notamment, soit créer des options de raids amphibies par exemple,
alors on parle beaucoup de l'ouverture du détroit d'Ormuz, mais si on peut revoir la carte, il y a peut-être une autre hypothèse possible, qui est la sécurisation du détroit de Bab el-Mandeb, qui est de l'autre côté, c'est le détroit de la sortie de la mer Rouge. Le Ford, quand il est rentré en mer Rouge, il est resté au nord de la mer Rouge. Il n'est pas descendu, il n'est pas passé de l'autre côté. Voilà. Là, on revoit la carte, Voilà. allez-y. Donc c'est ce détroit qui est ici. Qu'à un moment, là vous avez les Houthis, qui sont des alliés de l'Iran, qui pour l'instant se tiennent tranquilles, mais qui pourraient rentrer à leur tour dans la guerre. C'est un autre détroit. D'autant plus qu'effectivement, il a déjà évoqué le fait d'également fermer le détroit de Bab el-Mandeb pour pouvoir encore forcer plus le contournement et mettre encore plus de pression sur les circuits énergétiques mondiaux. Donc oui, ça se tient. Maintenant, est-ce que l'arrivée d'un porte-avions va empêcher ça? Je ne pense pas. Le porte-avions dans la mer d'Oman n'a pas empêché la fermeture du détroit d'Ormuz, tout comme le porte-avions en Méditerranée n'a pas empêché la fermeture du détroit d'Ormuz. Donc que ce soit Bab el-Mandeb, Hormuz, le principal problème réside dans la capacité asymétrique militaire de l'Iran et de ses alliés. La difficulté américaine, c'est qu'elle ne combat pas contre une armée conventionnelle ou ne fait pas une guerre conventionnelle. Elle s'est entraînée à un type de guerre. Et face à l'Iran, j'ai pris le parfait exemple dans ma vidéo qui expliquait que Israël et les États-Unis sont en train de perdre en disant que les États-Unis, ce sont des boxeurs qui sont face à des gars qui font du judo. Ce ne sont absolument pas les mêmes règles en réalité. Ce ne sont pas les mêmes règles. Les capacités asymétriques de l'Iran rendent la possibilité de fermer même le détroit de Bab el-Mandeb. C'est ça le problème initial. Comment est-ce qu'ils vont faire pour empêcher que ça ne se fasse? Avec le porte-avions, ce gros truc hyper facile à identifier, que l'on peut frapper dans tous les sens, c'est ça le souci. Détroit. Vous avez 2 détroits en fait stratégiques dans la région, et donc les Marines pourraient aussi contribuer à sécuriser celui-là pour en fait permettre un passage en sécurité du George Bush qui viendra remplacer le Ford dans le golfe, du côté du golfe Persique. L'autre chose, c'est que le trafic maritime, puisque maintenant le pétrole est plutôt exporté de ce côté-là, le trafic maritime s'est redéporté sur Bab el-Mandeb. Donc sécuriser Bab el-Mandeb, c'est quasiment tout aussi important que rouvrir Hormuz. Merci beaucoup Benoît Billon. On poursuit ce débat en plateau. Grégory Phillips, on l'a bien compris, le fait que le porte-avions Gerald Ford fasse demi-tour, c'est quand même un coup dur porté à Donald Trump. Oui, et à la fois on comprend, on est quoi, à 270 jours de mer, à peu près 9 mois, donc une fatigue à la fois des hommes et du bâtiment, avec les incidents que vous avez évoqués, à savoir le feu dans la buanderie, puis les problèmes de latrines qui sont effectivement très handicapants quand vous avez quand même une population de 4000 à 4500 marins sur ce porte-avions. Oui, ça change un peu la stratégie. C'est un grain de sable dans la stratégie, dans le déploiement maritime des États-Unis. C'est pour ça d'ailleurs que le Tripoli va venir d'Asie. Léger coup dur pour Donald Trump, mais on voit aussi, et vous l'avez rappelé, qu'il y a aussi toute la plaque asiatique avec la surveillance de la Chine, Taïwan, etc. Et on voit qu'il y a un jeu d'équilibre, notamment pour l'armée américaine, où il va falloir arbitrer entre 2 zones de tension. Donc évidemment dans le golfe Persique, on est dans une zone de tension maximale avec cette guerre déclenchée par Donald Trump, mais il ne faudrait pas démunir la zone asiatique, parce que tout le monde surveille quand même ce qui se passe à Taïwan en ce moment, et souvenez-vous que certains experts prédisaient éventuellement une opération chinoise d'ici à 2027. Donc il y a un arbitrage qui est fait en ce moment au Pentagone, notamment aussi pour les moyens de défense antiaérienne, où vous allez déplacer des batteries antimissiles. Il faut arbitrer entre les différents terrains. Évidemment, le terrain iranien est prioritaire en ce moment, mais il ne faut pas négliger les autres. C'est d'ailleurs un changement majeur entre la situation aujourd'hui et ce qui avait pu être le cas en 2003, quand les États-Unis avaient envahi l'Irak. En 2003, ils avaient eu le luxe, d'une certaine manière, de concentrer un maximum de moyens face à l'Irak, tout simplement parce qu'ils savaient que ni les Chinois, ni à l'époque les Russes n'étaient en mesure de mener des actions hostiles contre leurs intérêts ailleurs dans le monde. Contre l'Irak, c'était une concentration de 5 porte-avions. Contre un petit pays comme l'Irak, 5 porte-avions, avec le soutien de l'intégralité de l'OTAN. Quand je vous dis qu'ils ne savent que se battre contre des gars faibles et désarmés.
Aujourd'hui, les États-Unis n'ont plus ce luxe et c'est le calcul au Pentagone s'est complexifié parce qu'ils savent très bien que dès qu'ils répondent à une crise, ils risquent de laisser la porte ouverte pour une autre. Et donc, ils sont en permanence dans l'arbitrage de ressources qui sont en plus plus rares qu'il y a 20 ans. Donc, il y a vraiment cette tension permanente sur la ressource militaire américaine qu'on a du mal à s'imaginer en Europe parce qu'on a toujours cette image de la superpuissance. Mais en fait, quand votre théâtre de jeu, d'une certaine manière, c'est la planète entière, la tension peut vite être importante, même sur un dispositif militaire aussi impressionnant que l'est celui des États-Unis. Mais ce ne sont pas les États-Unis qui sont en train de subir ces différentes zones de guerre. Ce sont les États-Unis qui s'engagent là-bas dedans eux-mêmes. Parce qu'ils estiment qu'ils peuvent être tout le monde, partout, tout le temps, en même temps. Et qu'ils ont, plus grave que ça, ils estiment qu'ils ont le droit, tous les droits, pas le droit d'eux. Ils estiment qu'ils ont le droit, tous les droits de faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Point à la ligne. Mais non, ça ne marche pas comme ça. À un moment donné, ils doivent faire face à leurs propres limites. Peut-être que là, ça va les recalibrer ou alors ça va entraîner leur chute. Que ce soit un cas comme l'autre cas, ça va forcément créer quelque chose à un moment donné. Le truc, c'est que là, tu es en train de parler comme si, je ne sais pas, ce sont des choses que les États-Unis subissent et sans avoir le pouvoir de faire autrement. Ils ont le pouvoir. C'est eux qui ont décidé de s'impliquer dans tout ça parce qu'ils estiment que la planète entière relève de leur intérêt stratégique. Ou qui leur a même donné ce genre de prétention? Avec un budget de 1000 milliards de dollars. C'est ça qui est surprenant. Mais qui est très inefficient en fait. Il y a énormément de gabegies aux États-Unis dans la dépense de défense. Tout leur coûte très cher, plus cher que chez nous. Donc, on constate ça. Quand on te parle d'un missile qui coûte 5 millions de dollars, 5 millions le missile, à un moment donné, c'est le scam. C'est obligé que ce soit des arnaques. Et il y a quelqu'un qui m'expliquait que même des vis peuvent être facilement facturées à 5 000 dollars dans l'industrie de l'armement. Une vis, tournevis, tout coûte extraordinairement cher. Donc oui, peut-être, ils ont d'énormes budgets, mais ce n'est pas utilisé de manière efficace, efficiente. Ça ne gère pas vraiment les économies. Et il suffit d'écouter comment est-ce qu'ils parlent d'argent comme si c'était rien. Non, on doit investir sur tel truc concernant l'intelligence artificielle. 500 milliards. Vous prenez l'argent là-haut. Petit truc, ça se compte seulement en centaines de milliards à gauche, centaines de milliards à droite. Tout ça avec des populations qui n'arrivent pas à se soigner. Donc la rentabilité au dollar investi est moindre qu'en France, par exemple. C'est quand même important de le souligner. Donc c'est un outil qui sert énormément, donc il s'use forcément. Donc il faut réinvestir en permanence de l'argent pour le maintenir à niveau. Jean-Antoine Duprat. Oui, tout à fait. Alors, surtout qu'en plus, le gros challenger aujourd'hui, c'est quand même la Chine, et qui, en termes de puissance maritime, a déjà dépassé en nombre de bateaux. Ouais. Porte-avions, je crois qu'ils vont en avoir 3, en plus des porte-avions nucléaires, avec la technologie des fameuses catapultes électromagnétiques. Donc là, on a vraiment... on dit toujours, bon, la Chine, elle n'a jamais combattu en mer depuis très longtemps. Oui, mais enfin, quand même, hein, la masse est là. Donc ça, c'est quand même un problème. Et il y a un autre élément important aussi, c'est la question des munitions, parce que vous parliez des systèmes, on en a pris un, je crois que c'est un système de défense antiaérienne qu'on a appris au Sud-Coréen. Oui. Et là, il semblerait qu'ils sont en train de faire des arbitrages. L'état-major américain indique qu'il fallait faire des arbitrages aussi au niveau des munitions, parce que si on déshabille trop le front sud-est asiatique, ça va être compliqué. Surtout que les Chinois aujourd'hui regardent avec beaucoup d'attention ce qui se passe, y compris les incidents comme celui qui est sur le Ford. C'est significatif pour un système de renseignement. Et en restreignant les approvisionnements en ce qu'on appelle les terres rares, ces matériaux stratégiques, mettent en plus une tension sur les chaînes de production de munitions complexes américaines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour fabriquer des radars de défense aérienne, pour fabriquer certains types de missiles, il vous faut des terres rares. Ces terres rares proviennent majoritairement de la Chine, et la Chine est en train de refermer le robinet qui alimente, alors non seulement les Américains, mais ça nous concerne nous aussi Européens, parce qu'on est également dépendants de ce type de fourniture. C'est d'ailleurs ce qui avait fait caler Trump sur l'histoire des droits de douane. Absolument. Et quand les Chinois ont dit attention, nous on peut faire des restrictions au niveau des terres rares. Et c'est un des sous-textes de l'affaire groenlandaise, c'était cette question des ressources en terres rares. Benoît Pillan, l'USS Gerald Ford sera remplacé, vous l'avez dit, par le George Bush, mais on n'est pas dans un porte-avions avec une force de frappe équivalente. Si, c'est la même chose. Je revérifiais avant de rentrer en plateau le groupe aérien embarqué, parce qu'en fait un porte-avions c'est une base aérienne qui se déplace sur l'eau. Ce qui va faire la différence, c'est les avions qui sont sur le porte-avions. Le George Bush se déploie avec un groupe aérien qui est la copie conforme
du groupe aérien du Gerald Ford. C'est les mêmes types d'appareils, donc ce sera les mêmes types de capacités. Ce qui peut changer, alors déjà, ça va être que ces équipages-là seront plus frais, parce qu'ils sortent d'entraînement, eux, donc ils sont frais et dispo. C'est également le cas des matériels. Les stocks de munitions à bord du bateau sont pleins. Vous parliez des munitions, c'est aussi important, parce que les Américains ont aussi des tensions sur leur ravitailleur. Dernier aspect, ils auront pu aussi intégrer les premiers retours d'expérience de leurs camarades qui, eux, reviennent de combat en Iran. Donc ça va... en termes de capacité sur le papier, c'est identique. En termes de capacité opérationnelle réelle, c'est peut-être même supérieur parce que vous aurez un porte-avions qui sera au top de sa forme, si je puis dire, alors que vous avez qui va remplacer un athlète fatigué. C'est un peu une course de relais, vous êtes remplacé par quelqu'un de plus frais que vous, donc c'est un petit peu à ça qu'on va assister. Quelqu'un de plus jeune, mais ça veut dire qu'il y aura un temps de latence entre le départ du porte-avions SS Gerald Ford et l'arrivée. Et entre ce temps de latence, là, il peut se passer énormément de choses, hein, entre le départ et l'arrivée de l'autre. Peut-être même que la guerre sera terminée entre-temps. Qu'est-ce qu'on en sait? Ça va encore durer quoi? 1 mois, 2 mois? On n'en sait rien. Mais il peut se passer énormément de choses. Entre-temps, ce n'est pas parce qu'on a un équipage plus frais, ce n'est pas parce qu'on a un équipage plus en forme qui sort de l'entraînement que ça veut dire que les complications sur le terrain auront changé entre-temps. Les complications sur le terrain ne sont pas plus fraîches, ne sont pas plus je ne sais trop quoi. Non, c'est toujours les mêmes. Ils vont arriver, ils vont trouver exactement les mêmes situations que ce qui était avant. Tout simplement, peut-être même que ce sera empiré entre-temps. En tout cas, voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses et on se retrouve une prochaine fois.